Mais le pire, c'est lorsqu'elle me regarde encore tout droit dans les yeux, après m'avoir demandé de me rhabiller. Vous êtes enceinte de 4 mois. Il y a des nouveaux, il y a des nouveaux, il y a des nouveaux. Pimp on the microphone again. On va commencer la story time début 2020. Monsieur Pim, comme tout père de famille, chef de famille, il m'assoit et il me dit, la mère, j'ai décidé qu'on va faire quelque chose au pays. On va construire un truc et pour cela, je suis obligée de quitter mon job. Bon, quand je vous dis comme ça, c'est pas qu'il m'a mis sur le fait accompli là. Ça, ce sont les termes de mon mari. Là, j'approche, j'ai pas envie qu'à 40 ans ou à 55 ans, on se mette à faire un projet alors qu'on n'a même plus le temps, il n'y a même plus la force sur les pieds, les os sont déjà foirés. Il continue en me disant, la mère sera chaude, tu sais ça. Tu sais ça, parce que je n'aurai plus de travail, je vais toucher un petit revenu de l'État, mais ça ne va pas nous aider, étant une famille de saints, à joindre les deux bouts. Donc on va serrer les ceintures. Quand je dis serrer les ceintures, c'est que on va vraiment se bibiliser. De toute façon, c'est une idée qui te trottait dans la tête depuis, from. Si tu as décidé que c'est maintenant qu'on va faire, on va faire. Et je suis prête, c'est pas un truc que tu m'as dit, là. On a déjà traversé tellement de difficultés ensemble. Ces difficultés-là, ça va pas nous déranger. Est-ce que quand je disais comme ça, je savais où je partais? Aussi dit, aussi fait. Quelques mois après, M. Pim, il a laissé son job. En ce moment, on vivait dans l'appartement, un petit appartement de 75 mètres carrés pour que vous ayez un peu une idée pour toutes celles qui vont atterrir sur ma chaîne là. Une pièce où il y avait le salon et la salle à manger à l'intérieur. On avait une cuisine, on avait une douche, mais la douche était minuscule. C'est le genre où 3 à 4 personnes ne pouvaient pas entrer dans les toilettes là parce que c'était trop petit. Dites-vous bien que étant une famille de saints, on vivait cloîtrés dans ce petit appartement, ce qui en Allemagne n'est pas permis. Diane et Cocotte avaient une chambre où ils partageaient des lits en étage. Donc Diane était en bas et Cocotte, elle était en haut. Et vu que je suis tombée enceinte dans cet appartement, chose qui n'a pas été surprenante pour nous parce que c'était, on va dire, pas planifié entre guillemets, mais on s'attendait à une grossesse. Donc ce qui fait que pour essayer de trouver une solution, vu que l'appartement était petit, Kiki, elle dormait dans un petit berceau à côté de notre lit. Dieu merci, notre chambre, c'était la pièce la plus grande de l'appartement, dont elle partageait son lit à côté de notre lit. Et c'est comme ça qu'on vivait à 100 dans ce petit appartement. Donc, à tous les hommes qui commencent l'entrepreneuriat, s'il vous plaît, messieurs, essayez de faire un suivi de ce que vous vivez avec votre femme, surtout si vous êtes en Europe, un truc qui crée beaucoup d'échecs dans les couples. Bref, je crois que ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que là j'ai tellement à dire. Vu que Monsieur Pim, il n'avait pas le travail, il avait, Dieu merci, au travail pris un certain truc qu'on appelle APFIN. Donc lorsque tu décides de quitter le travail, on essaie de te donner un petit argent. Et à côté de ça, comme je vous ai dit au début de la vidéo, Monsieur Pim, il recevait un petit salaire de l'État, mais qui, franchement parlant, ne nous suffisait pas. Au point où j'ai décidé en début d'année, en fait quelques mois après que Monsieur Pim m'ait donné cette information comme quoi il va quitter le travail, de chercher le travail parce que du coup, s'il n'avait pas le travail, il fallait que je me booste un peu pour trouver quelque chose pour qu'on puisse joindre les deux bouts. Et Dieu merci, Kiki, elle était déjà en âge d'aller à la crèche, donc il fallait juste que je trouve un travail à mi-temps pour pouvoir essayer de nous aider en tant que famille, quoi. Ce qui a été fait, Dieu merci. Dans la même lancée, Monsieur Pim, dans ses idées d'entrepreneuriat, d'être à son propre compte, on a décidé du fait que l'appartement dans lequel on vivait était petit pour nous, de construire. Vu qu'on a eu beaucoup de background avec l'achat immobilier, on a décidé que cette partie de notre vie, on allait laisser ça derrière nous et on allait découvrir le monde de la construction. Malheureusement, avec mes antécédents différents du sien, où j'ai pas connu mon père, j'ai pas eu de figure paternelle, j'ai pas eu quelqu'un qui entreprend beaucoup, j'ai pas eu quelqu'un qui se bat ici, j'ai pas de figure, j'ai pas d'exemple. Donc pour moi, c'était too much. Et là, je crois que je vais pas développer le sujet parce que c'est un sujet que je vais introduire dans l'entrepreneuriat et la famille dans une prochaine vidéo, comme je vous ai dit. Monsieur Pimp également, il ne savait pas où il partait. Donc lui,
c'était un truc nouveau pour lui en Europe parce que la construction, c'est pas nouveau pour lui. C'est un domaine où il s'y connaît, dû à son passé, dû à son enfance, dû au travail de son père. Il s'y connaît parfaitement là-dedans. Avec tout le brouhaha et toutes les instabilités qui se passaient dans notre vie, Monsieur Pimp a trouvé le terrain, Dieu merci, où on a construit, où je suis, où je vous parle en ce moment. Du coup, j'ai trouvé également le travail qui, Dieu merci, était à 10 minutes de chez moi. Un travail où je me sentais à l'aise. Déjà, c'était un travail dans le domaine de la formation que j'avais fait entre-temps, qui est SAP. Et les collègues étaient des amours. Les collègues étaient des sucres, je me sentais à l'aise. J'étais la plus jeune. La plupart des employés étaient des personnes âgées. J'étais la plus petite, on m'a bien accueillie. Il y avait trop de bienveillance à mon égard dans ce travail. Je me sentais en sécurité, je me sentais bien, j'étais vraiment à l'aise. Et pour moi, c'était une sorte de nid où je pouvais évacuer tout le stress que j'avais à la maison concernant Monsieur Pim qui était presque absent, que ce soit physiquement que mentalement, parce que tout son corps, son énergie, sa vie était l'entrepreneuriat au pays et la construction. Pendant que moi, j'étais là, je me battais avec la construction que je devais faire. Je me battais avec 3 enfants que j'avais, donc un qui était à sa dernière année d'école maternelle, la dernière qui commençait la crèche. Je me battais avec mon état psychologique parce que je me rendais compte que Monsieur Pimp et moi, on n'était pas dans la même longueur d'onde. Avec mon passé, mon enfance où je n'avais rien eu à voir avec l'entrepreneuriat, avec la construction, avec même le mariage, parce que dites-vous que j'ai perdu mon père très très tôt. Donc du coup, j'étais pas sur la même longueur d'onde avec lui. J'étais tout en brouillard devant moi, c'était tellement flou. J'ai sombré dans une sorte d'anxiété et de dépression profonde. Ce qui fait que pour moi, le travail, c'était un moyen de m'évader. Au boulot, pour moi, le seul fait d'avoir l'attention de mes collègues, la bienveillance de mes collègues, ce cadre sécuritaire qui se passait autour de moi, ça m'aidait de ouf. Une fois, pour tous ceux qui me suivent sur Instagram, je suis rentrée du boulot et je me suis mise à pleurer. J'ai fait un live, je me suis mise à pleurer comme ça. J'ai fondu en larmes. Tout d'un coup, tout le stress, l'anxiété, la dépression, tout était mélangé dans moi et dites-vous que c'était une phase très très difficile. En ce moment, la personne qui m'aidait le plus, c'était ma mère. Dieu merci. Je l'appelais constamment, je lui faisais part de ce qui se passait, de la manière à laquelle j'étais seule dans ce truc. Et je sentais comment ma mère, elle, ça l'attristait parce que pour quelqu'un qui a vécu sans père, il y a les manques, il y a beaucoup de manques. Et ça, je vais détailler dans ma vidéo prochaine. Des fois même, il m'arrivait de ne pas vouloir l'appeler parce que je ne voulais pas la peiner encore avec mes problèmes, mais je n'avais personne vers qui me tourner en ce moment qu'à part ma mère. Avec tout ce qui se passait, dernier en ce moment fêtait ses 1 an. Oh, j'avais organisé l'anniversaire avec l'aide de ma soeur jumelle. C'était super agréable. J'étais trop contente et c'était un moment pour moi d'évacuer un peu, un moment pour moi de sortir de cette torpeur. C'était un moment également pour moi d'entreprendre quelque chose avec mon mari. C'est un truc qui nous a un peu réunis. Bref, jusqu'au jour où, quelques mois après l'anniversaire de ma fille, le jour de mon anniversaire, je prends la décision d'appeler mon gynécologue pour demander à mon gynécologue de me mettre l'implant du stérilet en cuivre. Entre ma première fille et ma deuxième fille, il y a quelque chose comme 2 ans et demi d'écart. Et tout ça a été fait grâce au stérilet en cuivre que je portais durant toutes ces années, qui a été pour moi une très très bonne méthode de contraception. Comme je le disais au début de la vidéo, cet accouchement était planifié, mais on ne savait pas quand est-ce que ça devait arriver. J'ai décidé donc de repasser par là. Étant petite, je m'étais toujours dit que si j'ai des enfants, j'aurai 4 enfants. Donc je me suis dit, ouais, le 4e, il va venir bien après. Comme on dit souvent, l'enfant de la retraite, il va venir bien après. Pour l'instant, j'ai un bon job. Mon couple bat de l'aile comme pas possible. Je ne sais pas comment faire, je ne sais pas où avancer, je ne sais pas où mettre mon pied. Bref, je suis perdue. Et dans ma tête, je vois le noir. La dépression est au point où, franchement,
je n'ai pas le droit de tomber enceinte. C'est ce que je me dis en ce moment. Je peux même me permettre de faire l'accident. C'est ce qui se passe dans ma tête, hein. Mais j'ai pas le droit de tomber enceinte. Ça, c'est le dernier des derniers trucs. J'ai pas ce droit. Je ne me dois pas de tomber enceinte. Je prends mon téléphone, j'appelle ma gynécologue, je lui fais part de mon problème. Elle me dit, ah ouais, il n'y a pas de souci. Passe tel jour à telle heure, je vais te remettre un médicament que tu vas utiliser avant l'opération. Quand je dis opération, c'est pas qu'on va me couper avant l'opération de faire entrer l'implant, quoi. Donc, ceci dit, on raccroche. Un jour avant le rendez-vous pour aller chercher le médicament, je demande à monsieur Pim s'il ne peut pas aller faire ce travail pour moi, aller chercher le médicament et me remettre. Ce qui le fait, pour vous faire entrer encore plus dans le contexte, comprendre certains petits détails, on va rentrer en arrière quelques mois avant le jour où je demande à monsieur Pim d'aller prendre le médicament. Je me rends chez ma coépouse. Coépouse, bon, vous allez être choqués. Chez nous les Africains, on appelle les coépouses, ce sont les femmes des frères de nos maris. Donc vu que mon mari il a beaucoup de frères, j'ai beaucoup de coépouses. Et moi également, je suis la coépouse d'une femme au frère de mon mari. Et bizarrement, je dis bien bizarrement, tout au long du trajet qui va durer 1h15, j'ai mal au pied droit. Je ne sais pas si vous connaissez, mais moi, lorsque je suis enceinte, je souffre de la sciatique. Je ne vais pas vous expliquer ce que c'est la sciatique, je vais vous mettre le nom et quelques images pour que vous puissiez comprendre ce que c'est la sciatique, mais chez moi c'est douloureux et c'est un truc que j'ai hérité, entre guillemets, de ma mère qui elle aussi, lorsqu'elle était enceinte de ma soeur jumelle et moi, avait la sciatique. Donc, je me rends compte que durant ces 1h30, je souffre de sciatique au point où j'arrive pas à conduire. Là, c'est douloureux et pour moi, la sciatique me prend toujours au pied droit. Toujours. J'ai commencé à avoir la sciatique lorsque je suis tombée enceinte de Cocotte et ensuite je l'ai eu lorsque je suis tombée enceinte de Kiki. Je m'efforce parce que j'ai déjà pris la route. Vu que je suis obligée de tenir ma parole, je m'efforce à faire ces 1h15 de conduite avec le pied qui fait sévèrement mal. J'arrive, Dieu merci, là-bas, tout se passe bien. Bizarrement, lorsque j'ai ces douleurs, je me dis, oh, Pim, j'espère que tu n'es pas enceinte. Quand par miracle, 2 jours après cette sciatique, je vois mes règles. Et dès que je vois mes règles, je ne me focalise pas sur la durée des règles. Revenons maintenant au jour où monsieur Pim, il va prendre le médicament. Donc lorsqu'il arrive, il me donne le médicament. Et je me rends compte, oh Pim, tu oublies trop les choses. Ce que tu vas faire, c'est que tu vas appeler le médecin. Tu vas lui demander explicitement comment est-ce qu'on utilise le médicament. C'est clair que il y a de cela 3 ans, 4 ans, tu as eu à utiliser ce médicament, mais parce que je sais que j'oublie et parce que je sais que je suis dans une phase où j'ai pas envie de commettre une erreur de tomber enceinte, mieux vaut pour moi de prendre la peine, vu que ça ne se paye pas, c'est gratuit, d'appeler mon gynécologue et de lui demander explicitement comment on utilise ce médicament afin que le jour de l'opération, rien ne soit gâché. Je vous dis ça parce que j'ai eu à faire plein d'erreurs à chaque fois que je partais accoucher mes enfants. J'appelle, je lui demande comment est-ce qu'on utilise, elle me demande de passer personnellement et elle va me dire comment on utilise. Je prends le rendez-vous, c'est un rendez-vous qui tombait en semaine. J'appelle mon employeur pour lui dire ouais, je ne serai pas là parce que je dois prendre une contraception, c'est qu'il comprend. Je serai absente pour quelques heures et je reviendrai après. Je m'en vais là-bas, j'attends jusqu'au moment où on m'appelle. Madame Pim, venez dans la salle, c'est votre tour. Je me lève toute sereine. La seule idée qui me passait dans la tête de la salle d'attente à la salle de chez mon médecin, c'est est-ce que tu peux pas te grouiller, je dois aller travailler. Donc j'arrive, lui dit ouais, j'ai l'intention de me mettre l'implant du stérilet au cuivre et j'aimerais vraiment savoir comment on utilise ce médicament. Et lorsque j'ai appelé votre assistante, celle qui travaille pour vous, m'a demandé de passer. Oh, regardez la lumière là qui tape. Votre assistante m'a clairement demandé de passer personnellement pour que vous puissiez m'expliquer. Elle me dit, ah ouais, allez vous échanger. Après, je vais vous expliquer comment le médicament fonctionne. C'est en ce moment que je tilte. Je me dis, donc je m'échange pourquoi? Elle me dit, ah non, enlevez juste le bas. Je vais essayer de regarder un peu la foufule pour voir si tout va bien. Et après, maintenant, je vais vous expliquer. Mais je lui dis, madame, tout va bien. Je ne sais pas pourquoi vous allez regarder extra
tout va bien, il n'y a pas de problème, je ne suis pas enceinte, il n'y a rien. Elle me dit, en fait, il faut aussi regarder si vous n'avez pas de bactéries à l'intérieur. Est-ce que lorsque vous urinez, ça brûle? Est-ce que vous n'avez pas d'infection? Même si vous n'avez pas d'infection qui est sensible, il faut quand même prendre la peine de regarder pour voir si tout va bien. Bon, moi, je me dis, oh, il n'y a pas de souci. À l'instant où elle me parlait, comme je vous ai dit, c'était like, hurry up, I need to go. Donc, dans ma tête, je devais partir travailler parce que, comme je vous ai dit, mon travail, c'était mon my space. C'était le space où je trouvais ma paix, où je trouvais un petit équilibre. Ouais, bon, on est déjà là, mouillé, démouillé, je suis en retard, j'ai pas à me stresser encore davantage, qu'elle fasse ce qu'elle a fait. L'important, c'est que ça se passe bien. Donc, je baisse tout, pantalon, j'enlève, slip également parti. Je m'assois, j'écarte mes pieds. Elle prend son truc, il y a un truc qui est long comme ça, qui ressemble un peu au penny. Elle met son préservatif dessus. Moi, j'appelle ça préservatif. Elle met son préservatif dessus et puis elle fait oui. Bon, lorsqu'elle envoie le truc, elle se met à regarder et puis je vois comment son air change bizarrement. Elle regarde et puis je dis c'est quoi, j'ai une infection, est-ce que vous avez vu quelque chose de pas normal, est-ce que j'ai un myome? Oui, parce que j'ai des antécédents myome, ça également je ferai une vidéo dessus. Donc est-ce que j'ai eu un myome et tout. Elle me dit non madame Pim, mais félicitations, vous êtes enceinte. What? Et dites-vous que c'est pas le pire. Mais le pire, c'est lorsqu'elle me regarde encore tout droit dans les yeux, après m'avoir demandé de me rhabiller. Vous êtes enceinte de 4 mois. Mon monde s'écroulait, like, literally. J'avais l'impression que le toit où je me trouvais était en train de tomber sur moi. À vous parler comme ça, vous allez peut-être vous dire, ouais, j'ai eu une expression faciale ou j'ai peut-être réagi comme ça. Non. Lorsqu'elle m'a dit, je suis restée, je l'ai regardée. Zéro émotion. Je ne sais pas s'il y a une nouvelle dans ma vie qui m'a laissé aussi baffe que cette nouvelle. Mais j'étais like, du moment où elle m'a annoncé cette nouvelle, jusqu'à ce que je suis entrée dans ma voiture, tout ce qu'elle parlait, je ne comprenais pas. Je lui ai même pas dit au revoir. J'ai dit au revoir à personne. J'ai pris mes effets. Je suis entrée dans ma voiture. Non, dans ma voiture, je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas pleuré. Rien du tout. Et dites-vous que j'ai continué ma vie comme si rien n'était. Et en ce moment, je faisais ce qu'on appelle un déni de grossesse. Je ne sais pas si ma mémoire est encore bonne, mais le moment où je faisais le live et j'ai éclaté en sanglots, en ce moment, j'étais enceinte. Mais je ne savais pas que j'étais enceinte. Je continuais mes visites à l'hôpital normalement comme une femme enceinte, mais à aucun moment je restais toucher mon ventre, à aucun moment je restais penser à ma grossesse, à aucun moment je n'ai pensé à acheter un petit vêtement pour l'enfant, un gros déni de grossesse. Et le truc qui me faisait même encore entrer, sombrer dans ma torpeur, c'était que mon ventre était minuscule. À 8 mois de grossesse, j'avais le ventre d'une femme qui vient d'accoucher. Like, certaines femmes au kindergarten ou à la crèche croyaient que c'était le ventre de Kiki, vu que Kiki venait d'avoir 1 an et tout. Elle se disait non, c'est le ventre de Kiki, elle ne peut pas être enceinte maintenant. Moi, je ne croyais même pas que je pouvais. J'ai dit, mon ventre était tellement petit que ma mère m'a demandé comment est-ce que le gros bébé a fait pour être dans mon ventre. Et c'est à 7 mois de grossesse, après plusieurs tentatives pour me dire le sexe de l'enfant, que le médecin s'est assis et il m'a littéralement forcé en me disant que vous attendez un garçon. C'est à l'heure là, après 7 mois de grossesse, j'ai fondu en larmes, mes chéris. J'ai pleuré toutes les larmes de mon corps. Tout le stress que je vivais, tout, elle n'a pas compris sa vie. J'ai pleuré 45 minutes et cette partie de l'histoire, même mon mari ne la connaît pas. Après 45 minutes, je me suis levée, je suis rentrée.
Et c'est en ce moment où je suis allée m'asseoir sur le net et j'ai commencé à chercher les vêtements pour mon enfant. J'ai commencé à chercher les prénoms. Quand on est entré dans cette maison, malheureusement, il y avait beaucoup de trucs qui n'étaient pas finis. Malheureusement, on dormait encore au sol. Il y avait le plancher qui n'était pas encore mis. C'était très très difficile pour nous. On faisait les selles dehors, on faisait pipi dehors parce que les meubles pour les toilettes n'étaient pas encore là. C'était une période très très difficile en plus et j'étais enceinte. Il y avait 2 fois plus de travaux, 2 fois plus de saleté, 2 fois plus de ménage à faire, 2 fois plus d'attention à porter à mes enfants dans le cadre insalubre où on vivait. Et moi, étant enceinte, et moi qui, dans ma tête, j'étais pas enceinte du tout, je faisais tout ce qu'une femme normale faisait. S'il fallait aider les ouvriers à porter des seaux d'eau, à porter les ciments, à accrocher certains trucs, je le faisais comme si j'étais pas enceinte. Déjà involontairement, on me dit que je suis à 4 mois de grossesse. Moi, je me dis en ce moment, j'ai fait 4 mois de déni de grossesse involontaire. Donc, si j'ai pu aller à 4 mois de déni de grossesse involontaire, je peux aller encore plus volontairement. Donc j'efface ça de ma tête. Question travail, c'était la merde. Le seul endroit qui me permettait de m'évader, le seul endroit qui me mettait bien. J'étais obligée d'aller dire à mes collègues que je suis enceinte. Et pour vous dire, même, j'ai continué le travail sans dire à personne. C'est ma collègue proche qui un jour est venue me dire, ton état a changé. Tu as une mine qui a changé. Et là, j'étais la fin de mes 7 mois de grossesse. Tu es devenue bizarre. Quand tu commençais, tu n'étais pas comme ça. Ton air a changé. En plus, on avait ce rituel le matin où je te donnais le café. Tu aimais boire ton café vraiment bien dosé. Maintenant, tu as réduit. Qu'est-ce qui ne va pas? Est-ce que tu as un truc que tu veux nous dire, mais tu as peur? Et là, je lui ai dit. Et ouais, elle était choquée, elle également, parce que la façon dans laquelle je lui parlais, comment ma vie est tellement tumultueuse, avec tout ce que je vis à l'intérieur et tout, elle essayait de me calmer. Donc avec ça ajouté, elle m'a regardé 3 semaines après lui avoir dit, j'ai pris mon courage à 2 mains et j'ai dit à mon chef, qui n'a pas été ravi, c'est en fait comme ça que j'ai perdu le job pour une grossesse où j'avais beaucoup d'incompréhension, où je me disais why il y a des femmes qui cherchent des enfants ici, qui ne demandent que ça, et moi je veux juste mon boulot, moi je ne me suis pas préparée à ça, moi je suis dans une phase où c'est tellement difficile psychologiquement, mentalement, que je ne peux pas me permettre d'être enceinte. Mais pourquoi est-ce que le Seigneur me fait ça? Pourquoi moi? Bon, après ça, après tous ces dénouements, après tout ce que je vous ai raconté, mon fils est venu quelques mois après en santé, Dieu merci. Lorsqu'on me parlait souvent de déni de grossesse, je ne savais pas ce que c'était. Je me disais, comment est-ce que les gens peuvent parler d'un déni de grossesse? Bref, je suis passée par là, j'ai vécu ça jusqu'aux os, ça m'a touché le truc. C'est une année où j'ai vécu vraiment beaucoup de traumatismes, où j'ai beaucoup sombré dans la dépression. Je me disais que l'année d'avant cocotte était pire, parce que c'est là où j'ai fait ma première dépression, mais cette fois-ci c'était encore pire. Prenez vraiment soin de votre santé mentale, c'est comme ça que je vais terminer la vidéo. Faites attention aux gens qui vous entourent, faites attention aux gens que vous entourez et priorisez vous d'abord, priorisez votre santé mentale, votre santé physique, votre bien-être, votre sourire, votre bonheur, votre tristesse. Choisissez les personnes qui vont vous faire pleurer, choisissez les personnes qui vont vous faire rire. Et ouais, on se prend dans une prochaine vidéo. Si ce genre de format de story time où je vous parle un peu de mes expériences vous plaît, la prochaine vidéo que je vais balancer, ça sera dans la même lancée. Si vous avez une expérience sur le déni de grossesse, faites-le moi également savoir. Et je vous fais de gros bisous.